Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et sur ce plateau, Pierre. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Et notre invité, tête de liste de l'UPR, j'ai nommé François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Nos téléspectateurs commencent à vous connaître, puisque ça fait la deuxième fois que nous avons le plaisir de vous recevoir. Et aujourd'hui, nous allons, évidemment, proche des élections européennes, nous allons tourner autour de la question européenne et de la question économique, bien entendu. Mais je vais charger Pierre de vous poser la première question, qui n'est pas tout à fait de cette nature. Oui, Olivier, je vous propose de retourner un tout petit peu en arrière. François Asselineau, le 15 avril était la date qu'Emmanuel Macron avait choisie pour annoncer les mesures qu'il allait prendre dans le cadre du grand débat national. Or, cette date a été marquée par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà, les téléspectateurs auront pu constater qu'il y a eu de nombreuses réactions. Certains ont parlé de concours de circonstances, d'autres d'attentats anticatholiques. Il y a eu également ces châtiments divins, mauvais présages. Qu'avez-vous pensé de cet événement, de cet incident dramatique, François Asselineau ? Alors d'abord, merci de me réinviter. Sur cet événement, moi j'étais comme tous les Français, c'est que ça m'a fait de la peine, ça m'a vraiment fait de la peine, parce que d'une certaine façon, c'est un peu comme si notre souvenir collectif partait en fumée. Alors, moi, je ne sais pas où on en est de l'enquête dans cette affaire. Il y a des rumeurs très très nombreuses qui circulent. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a déjà eu des cathédrales qui ont brûlé. En 1836, la cathédrale de Chartres. En 1914, la cathédrale de Reims. Mais là, ils avaient reçu un bombardement allemand. En 1972, la cathédrale de Nantes. Et en 2015, de nouveau, la basilique Saint-Donatien de Nantes. Et puis, il y avait eu, entre-temps, si l'on peut dire, le palais de Rennes. Oui, là aussi, il y avait eu des projectiles. Voilà. Alors, en fait, on n'en sait rien. Je vois qu'il y a des rumeurs qui circulent. Ce qui est vrai, c'est que venant le jour même où Macron devait annoncer son programme, dans un contexte tournant dans le quinquennat, venant dans une atmosphère assez crépusculaire en France, je pense que cet événement... Alors, effectivement, certains y verront, comme vous le dites, un concours de circonstances, d'autres vont y voir un châtiment divin. Quel que soit le point de vue, ça a laissé un grand sentiment de malaise, parce que c'était un peu comme si c'était l'allégorie d'un pays qui fiche le camp. Voilà. Et que les Français ont un sentiment de culpabilité et de remords. Je crois que c'est ça qui a marqué, et que personne n'a pu voir ça de façon totalement, comment dirais-je, objective. Je pense que c'est un événement important, et la réaction de Macron a été la pire qui soit. C'est-à-dire que tout de suite, on a dit que c'était un accident. Or, on ne sait pas. Notre-Dame brûlait encore. On ne savait pas. Et puis ensuite, il a dit qu'il a sauté sur l'occasion en laissant entendre qu'on allait faire de Notre-Dame quasiment un truc du XXIe siècle, et qu'on allait faire une expérimentation architecturale. Or, ça, c'est quand même vraiment très choquant, parce que Notre-Dame de Paris, ça n'appartient pas à Macron, ça n'appartient même pas finalement à la France, ça appartient au patrimoine mondial. C'est une des cathédrales médiévales les plus connus au monde. C'est un des symboles même de la France, avec le château de Versailles et avec le Mont-Saint-Michel. Et je rappelle ici, ce qui est insuffisamment rappelé, c'est que la France, elle est signataire d'une convention qui s'appelle la Convention de Venise, et qui impose que, vis-à-vis des monuments historiques, on doit normalement les reconstruire à l'identique lorsqu'ils sont abîmés, avec des matériaux identiques. Emmanuel Macron a promis de la faire encore plus belle. Voilà. Alors, moi, franchement, je ne suis pas d'accord. J'ai vu que, d'ailleurs, je crois, hier ou avant-hier, il y a plus de 1000 architectes des bâtiments de France, architectes des monuments historiques, mais fonctionnaires du ministère de la Culture et du monde entier qui ont signé pour empêcher que Macron décide d'attribuer ça. C'est une opposition à François Asselineau en tant que citoyen ou en tant que croyant ? Ça, vous êtes bien indiscret. En tant qu'homme politique. En tant qu'homme politique, tout ça, oui. Moi, je suis. Non, mais je suis d'origine catholique. Je ne l'ai jamais caché. Moi, je trouve que on doit avoir un certain respect et une certaine humilité face à ça. C'est même pas la même chose que la pyramide du Louvre, parce que la pyramide du Louvre n'était pas. Bon, c'était un peu attentatoire au lieu, mais ça n'était pas attentatoire au bâtiment lui-même. Tandis que là, quand on commence à évoquer une flèche
pêche en titane ou je sais pas quoi. Et puis j'ai vu aussi un programme, il y aurait quasiment un déambulatoire avec des bacs à fleurs sur le toit de Notre-Dame. Je dis non, là ça va pas parce que on se permet de faire ça alors qu'on ne se permettrait pas, on pousserait des cris d'horreur si certains voulaient faire ça avec les grandes pyramides d'Égypte par exemple. François Asselineau, je vous propose d'enchaîner directement sur donc la conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques jours et qui a été Macron. Du président Macron. Vous avez qualifié cette conférence de presse de diarrhée verbale qui a endormi tout le monde. Oui, mais est-ce que en fait on a un fake président? Voilà ce que je pense. C'est-à-dire que fake comme fake news. Oui, bien sûr. Monsieur Macron, quand il est arrivé à l'Élysée, il a eu tous les médias quasiment à son service. Les grands médias, j'entends. Et vous rappelez que dans les semaines qui avaient suivi, on nous l'avait présenté en toute immodestie comme étant un nouveau Jupiter qui arrivait à l'Élysée. On allait voir ce qu'on allait voir. On allait avoir une parole jupitérienne, rare, et puis tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on aurait d'un seul coup, dans une espèce de fracas céleste, la parole divine qui tomberait sur la foule, qui serait, voilà. Subjugué. Il avait subjugué, qui avait dit qu'il était le maître des horloges, le maître du temps, appelez-moi Jupiter, s'il vous plaît. Au lieu de quoi, on a effectivement une espèce de narcisse mal léché qui passe son temps à insulter les Français. Il a encore trouvé d'ailleurs le moyen. Surtout quand il est à l'étranger. Oui, mais même en France, il a encore trouvé le moyen de dire que les Français travaillaient moins que dans les pays étrangers. Même France Info a relevé que c'était une fake news. Même France Info a dit que c'était une fake news. Ce qui est quand même pas... France Info a relevé 7 ou 8 fake news au cours du truc. De son discours, oui. Et puis, vous avez vu, moi, j'ai regardé... Il se trouve que je faisais une grande réunion publique le soir même. D'ailleurs, c'était je crois que c'était à Toulouse, il me semble. Où d'ailleurs, soit dit en passant, nous, on a à peu près 10 fois plus de personnes. On a 5 à 700 personnes quand je fais des réunions publiques, des grands meetings, que Madame Loiseau, qui, paraît-il, culmine à 60 personnes, mais elle a droit à tous les médias, alors que nous, il n'y a jamais rien. Et donc, on était en train de préparer ça, puis on regardait sur une télé. Alors, il y avait une de nos adhérentes, une militante là-bas, je lui avais dit, prévenez-moi, parce que j'allais prendre la parole devant 600 personnes 1 heure après, prévenez-moi de ce qu'il dit. Et je passais toutes les 10 minutes devant elle, je disais alors, elle disait, rien, puis rien. Il a parlé pour ne rien dire pendant un nombre de... Il a tout de même annoncé qu'il n'organiserait pas le RIC que demandent les Gilets jaunes et qu'il ne reconnaîtrait pas le vote blanc. Est-ce que le président... font partie de votre programme. Alors, quand je dis qu'il n'a rien dit, je parlais du début. Il y a eu effectivement, je répondais à la question sur la diarrhée verbale. C'est quand le Jupiter, en fait, effectivement, devrait prendre, je sais pas, de l'Imodium parce que c'est une diarrhée. Bon. Et il a un discours, d'ailleurs, en utilisant des mots qui ne veulent rien dire. Il enfile des formules absconses et les gens n'y comprennent rien. Plusieurs dizaines de fois le mot profond. Oui. De toute façon, il y a toujours un problème. Macron, si vous examinez son vocabulaire, c'est toujours d'abord, c'est quelqu'un, je pense que c'est un névrosé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se projette toujours dans l'avenir. Il dit, par exemple, sur la suppression de l'ENA, il dit « Je pense qu'il faudrait supprimer l'ENA ». Mais un président de la République ne dit pas « je pense qu'il faudrait faire ça ». Un président de la République, il dit « j'ai décidé que ». Voilà. Normalement, un président de la République aurait dû faire quoi? Surtout dans le contexte des Gilets jaunes. Moi, j'aurais été à sa place, D'abord, j'aurais pas été à sa place parce qu'il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes si j'avais été à l'Élysée. Mais imaginons que si j'avais eu des conseils, moi, j'aurais pris la parole et j'aurais parlé 6 minutes 17 secondes. Point barre. J'aurais pas fait une conférence de presse, j'aurais fait une déclaration et j'aurais dit j'ai décidé ça et ça. Point. Mais vive la République, vive la France. Lui, on voit qu'il a peur, il n'est pas sûr de lui. Alors effectivement, il a lancé des trucs. Il dit bon, je pense qu'il faudrait supprimer l'ENA. Mais il a aussitôt dit, si j'ai bien compris, qu'il fallait conserver les bâtiments, conserver le personnel, conserver les cours, le budget en déficit. Et comme en plus de ça, l'accès aux emplois supérieurs de la fonction publique ne peut se faire que par concours, puisque c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'accès aux emplois publics en vertu des seuls talents. Parce que si vous avez 2 choix pour nommer des préfets, des ambassadeurs, des directeurs d'administration centrale, soit vous faites un concours anonyme, soit c'est le fait du prince qui les nomme. Donc, il veut supprimer l'ENA, mais il veut garder les murs,
les locaux, les personnels, les enseignements et le concours. Donc il va changer, ça va pas s'appeler l'INA, ça va s'appeler l'EAN, l'École d'administration nationale, ou l'AN, oui. Administration nationale, enseignement. Voilà. Enseignement, bon, c'est se moquer du monde. Il a fait pratiquement la même chose avec le Conseil économique, social et environnemental. Oui, même chose. Voilà, oui. Si j'ai bien compris, il va appeler le CESE, il va l'appeler le Conseil de participation citoyenne. Ouais. Bon. Donc ça, c'est vraiment se moquer du monde. Et en plus, il crée un Conseil de défense de l'environnement. Oui. Vous savez, c'est ce que De Gaulle appelait les comités Théodules. Théodules, voilà. Bien sûr. Donc on ne sait pas quoi faire, on crée un comité Théodule. Ce qui est grave, c'est que des empilements... Des comités comme ça, on en a on ne sait plus, dans l'administration, dès que vous ouvrez un dossier, vous avez des comités tartemuches. Voilà. Et les observatoires. Voilà, les observatoires de ceci, de cela, oui. L'observatoire de la pauvreté, par exemple. Et plus la pauvreté augmente, plus on l'observe. Absolument, on l'observe avec circonspection, certainement. Écoutez, il faudrait arrêter d'observer, il faudrait arrêter de faire ça, il faudrait rappeler simplement que des ministères, normalement, devraient avoir le pouvoir de décider. On évacue le pouvoir de décision, en fait, à quitter la République. Notamment, vous connaissez mes analyses, il y a énormément de choses qui sont parties ailleurs, qui sont parties à Bruxelles, à la Commission européenne, avec notamment le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, et puis à Francfort pour la Banque centrale européenne avec la politique monétaire, et puis à Washington pour ce qui concerne les politiques de diplomatie et de défense via l'OTAN. Donc, moi nous avions dit, depuis des semaines, que de toute façon, Macron ne pourrait pas instaurer le RIC, parce qu'instaurer le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, comme nous on le propose depuis 7 ans, ça serait inéluctablement offrir sur un plateau au peuple français la possibilité de demander un référendum sur la sortie de l'Union européenne, le Frexit. Or, je vous rappelle, on ne le rappelle pas assez, que Macron, le 28 janvier de 2018, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni pour négocier et signer avec Theresa May le traité de Sandhurst pour améliorer l'accueil des migrants à Sangatte, il a été interrogé par la BBC. La BBC lui avait demandé, mais s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, quel en serait le résultat? Et Macron avait répondu, probablement les Français voteraient majoritairement en faveur du Frexit. Ce qui prouve qu'il est quand même complètement débile, parce que c'était vraiment la dernière chose à dire dans sa situation. C'est ce genre de choses qu'il ne faut jamais avouer. Voilà, exactement, n'avouez jamais, comme on dit. Donc, il aurait dû, après, il a fait un petit peu de rétropédalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Macron, dans les allées du pouvoir, on sait que s'il y avait un référendum sur le Frexit, à tout le moins, il y aurait certainement un très fort taux de Français, un très fort pourcentage de Français qui voteraient en faveur du Frexit, même s'il n'était pas majoritaire. Et peut-être serait-il majoritaire. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au moment de 2005 de la Constitution européenne? Fin 2004, on avait dit, il y avait eu des sondages qui étaient sortis, les fameux sondages, oui. 68% des Français allaient voter pour la Constitution européenne, 32 contre. Ça s'est terminé 55 contre au lieu de 32. Ouais. Hein. Donc, on n'en sait rien. Et moi, nous avons toujours dit, il ne pourra pas accorder le RIC. Ben, il l'a pas accordé. Il a fait une vague amélioration parce qu'il y a actuellement un référendum d'initiative partagée qui est dans la Constitution européenne, dans la Constitution française qui a été introduit il y a quelques années. Par Sarkozy, mais qui nécessite 10% du corps électoral. C'est 4,6 millions. Donc lui, il propose de le réduire à 1 million. Mais il y a l'autre truc, c'est qu'il faut que ça soit avalisé par le Parlement. Et c'est là où ça bloque. On a un exemple très précis. Ça s'est passé en Autriche. En Autriche, il fallait, pour pouvoir avoir un référendum sur la sortie de l'Union européenne, justement, il y a un mouvement citoyen qui s'est créé il y a quelques années. Je crois qu'il fallait avoir 250 000 signatures. Ils les ont obtenues. Mais c'était le même système qu'en France. Ça a été transféré au Parlement. Ils avaient mis un an et demi pour avoir les 250 000 signatures validées en mairie. Hein. Ça a été transféré au Parlement de Vienne. Ça a été réglé en 2030. Les parlementaires ont dit non, on ne veut pas, point barre. Donc ça veut dire que c'est une fausse fenêtre. Voilà. Et effectivement, Macron a refusé le RIC, il a refusé le vote blanc, il a refusé la suppression de l'ISF, parce que tout ça, ce sont des choses qui sont réclamées. Et puis en revanche, il a proposé quoi? Il a proposé réclamé par l'Union européenne. Il a proposé des choses qui sont réclamées par l'Union européenne. Mais par exemple, cette baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, est-ce que ça a été réclamé par l'Union européenne? Alors ça, non. Mais est-ce que ça va avoir lieu? Parce que quand ils nous annoncent des trucs, des mirobolants, les 5 milliards de ci, les 5 milliards de ça, est-ce que ça va avoir lieu? Moi, je n'en sais rien. Alors, on est déjà à 30 milliards. Bon. On est quasiment à 30 milliards. Oui. Il y a 10 milliards de décembre, plus à peu près 20 milliards de coûts ou de dépenses.
où vont-ils les trouver? Parce qu'au même moment, on est contraint par notre appartenance à l'euro à réduire les déficits budgétaires et la Commission nous indique tout ce qu'il faut faire. Donc moi, je ne sais pas exactement où l'on va. Moi, ça me donne l'impression de personnes qui ne savent pas où ils vont. Vous savez, il y a une belle parole de Pierre Dac qui disait « Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs ». Je crois que c'est ça. Alors, c'est une façon de faire la transition, puisque nous sommes arrivés sur la question européenne, et nous allons évoquer évidemment les élections européennes. Et on vous pose la question de savoir comment va votre mouvement, comment se passe votre campagne, en début de cette seconde partie, mon cher Pierre. Chers téléspectateurs, avec François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste de l'UPR aux élections européennes du 26 mai, nous allons donc parler de ces élections européennes. Alors, comment se porte votre mouvement? On le voit, il est présent dans toutes les périphéries, mais pas dans ce qu'on appelle les mainstream en bon français, c'est-à-dire les gros médias. Les gros médias publics ou privés, contrôlés par... Ben voilà, vous avez tout dit. C'est-à-dire que nous, sur le terrain, ça se passe très très bien. Là, l'autre jour, à Bordeaux, il y avait 700 personnes, enfin 650 personnes, pour être précis. À Rennes, on en avait un petit peu moins, on était à 400. À Marseille, on était à 500. À Strasbourg, 700 personnes. C'est des élections européennes, c'est pas des élections présidentielles. Donc les autres candidats... de ce que je crois savoir, sont à la peine pour attirer du monde. Oui, je me rappelle, quand on était à Strasbourg, on avait 700 personnes dans l'amphithéâtre. France 3 était en face, ils ne sont pas venus. Et au même moment, on a vu que, je cite son nom, je ne veux pas l'accabler, mais M. Dupont-Aignan faisait le lancement de sa campagne à Clermont-Ferrand, et lui, il a eu droit à 5 minutes sur France 3, qui s'extasiait du fait qu'il avait 200 personnes. Voilà. Madame Loiseau, elle tarde à s'envoler, parce qu'elle a 60 personnes, paraît-il, qui sont attirées par son flacon avec le piment d'Espelette, mais 60 personnes, elle a droit à tous les médias. Il y a même les médias qui ont dit, vous avez vu qu'elle était rafraîchissante, des idées rafraîchissantes. Je parle comme elle est. Nous, on l'attaque en diffamation, parce qu'elle s'est permis de dire qu'on était d'extrême droite, et puis en fait, vous savez, il y a une expression chinoise rigolote qui dit c'est le voleur qui crie au voleur. Oui. En fait, on a découvert que c'est elle qui était le successeur du GUD, enfin bon, c'est incroyable. Elle fait des impairs. Alors nous, notre mouvement sur le terrain, ça se passe vraiment bien. Je ne cesse d'avoir des compliments et des gens qui me disent je vais voter pour vous, etc. Dans tous les milieux, chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui se sont tournés vers nous. On a même eu un article du journal Le Monde qui le reconnaît. Mais l'autre jour, j'étais au mouvement éthique. Éthique, c'est une émanation du MEDEF pour les entreprises à taille humaine, etc. Ça se passait au Cercle Interallié. Il y a pas plus chic à Paris. C'est à 500 mètres de l'Élysée. C'est coincé entre l'ambassade du Royaume-Uni et l'ambassade des États-Unis. Il y avait un parterre de 250 chefs d'entreprise. Et ils avaient fait venir une douzaine des principales têtes de liste, enfin les 12 ou 13 têtes de liste qu'il va y avoir à ces élections européennes. Alors on a débattu de 8h30 du matin jusqu'à 11h30 du matin. Soit dit en passant, quelques têtes de liste avaient piscine ce jour-là, parce que je pense que certaines, quand elles voient qu'il y a Asselineau qui est là, elles prennent la poudre d'escampette. Madame Loiseau s'était fait excuser. L'inénarrable Monsieur Glucksmann, qui, il y a eu le débat le 4 avril, vous savez, il a quand même dit à la fin qu'il ne savait pas pourquoi il était là, et qu'il ne savait pas pourquoi il faisait des listes différentes du PS. Enfin, c'était quand même un grand moment de télévision. Donc lui aussi n'était pas venu. Madame Manon Aubry s'était fait excuser. Et M. Bardella avait préféré se faire remplacer par Mme Le Pen parce qu'elle se sentait peut-être plus à même de répondre. Quoi qu'il en soit, à l'issue de cette réunion, il y a eu un vote à bulletin secret chez les 250 chefs d'entreprise qui étaient là. Et alors, il y a eu 17% d'abstention. Celui qui est arrivé en tête, c'était Bellamy avec 14% des suffrages. Enfin, faut voir. Il y avait les gens qui étaient là, c'était la Banque Lazare, c'était des cadres supérieurs du CAC 40, c'était des directeurs d'entreprises. Voilà, donc c'était par définition le public des Républicains et de En Marche.
Et à ma grande surprise, donc Bellamy a fait 14%. Ensuite, il y avait le Parti socialiste et Madame et le Front National qui étaient à 13%. Ensuite, tout ça dans un mouchoir. À 11%, vous aviez les Verts En Marche, qui ne faisait que 11%. C'était quand même très... oui. Et l'UDI, qui faisait 11%. Mais il est vrai qu'ils étaient représentés par Louis Giscard d'Estaing. Oui, lui-même membre du Sérail. Voilà, lui-même membre du Sérail, donc je pense que c'était. Et puis après, c'était votre serviteur avec 9,5%. Et puis bien plus loin, il y avait Dupont-Aignan à 5%, et puis ensuite France Insoumise à 1%, mais enfin effectivement, devant la Banque Lazare. Bon. Mais ça veut dire quand même que, même dans ce cénacle de chefs d'entreprise, dont on nous dit que pour eux, la sortie de l'Union européenne serait l'abomination de la désolation, il s'est quand même trouvé 10% des chefs d'entreprise pour considérer qu'ils allaient voter pour moi parce que ce que je disais était en fait intéressant. Et alors, si on fait 10% chez les chefs d'entreprise et si chez les gilets jaunes on fait je sais pas 30 ou 40% puisqu'on parle beaucoup de nous, comment se fait-il que les sondages me donnent 1 à 2%? Alors, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que malheureusement, il y a énormément de Français qui ne me connaissent pas encore. Parce que, et qui ne connaissent pas encore l'UPR. On le voit, on a tout le temps au siège des gens qui téléphonent en disant « Je viens de découvrir M. Asselineau ». Vous reconnaissez que c'est quand même bizarre puisque j'ai été candidat à l'élection présidentielle il y a 2 ans. Normalement, tout le monde devrait me connaître, mais pas du tout. Il y a encore des millions et des millions de Français qui ne me connaissent pas. Et pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, depuis la présidentielle, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur TF1, sur LCI, BFM. sur Europe 1, sur RTL, sur BFM, etc. Et à part le débat du 4 avril sur France 2, où je me suis fait inviter avec l'appui du tribunal administratif de Paris, c'était pareil. François Asselineau, justement, pour rassembler, peut-être pour être plus visible, pourquoi ne pas rassembler? Je rappelle que Florian Philippot vous a tendu la main à plusieurs reprises. Vous êtes les 2 seules têtes de liste à être pour le Frexit. Et d'ailleurs, vous l'avez même qualifié de chaîne stéréo. Pourquoi ne pas saisir cette main tendue pour rassembler et être plus visible? Alors, d'abord, l'UPR, à la différence du mouvement qu'il a créé, d'abord, nous avons 36 000 et 600 adhérents. Lui, je pense qu'il en a 5 à 6% de ce que nous avons. Deuxièmement, il a 10 ans de retard, parce que moi, j'ai créé ce mouvement politique il y a 12 ans, et lui, il l'a créé après, à la fin de 2017. Oui. Troisièmement, lorsque M. Philippot a créé ça, il ne m'a pas tendu la main, hein. Il a créé ça, il s'est approprié nos analyses, et puis il a commencé à tendre la main. Je pourrais vous voir des articles. Il voulait discuter avec Mélenchon. Mélenchon a dit « j'en veux pas ». Discuter avec Wauquiez a dit « j'en veux pas ». Faire un bout de chemin avec Dupont-Aignan. Vous trouverez facilement l'article de l'Express. Et nous, comme si on n'existait pas. Ensuite, bénéficiant de ces réseaux, il avait été l'homme le plus médiatisé. Il a été reçu par Bourdin sur RMC, où, soit dit en passant, depuis 2 ans, j'ai également eu 0 heure, 0 minute et 0 seconde chez M. Bourdin. Et Bourdin lui a demandé malicieusement, alors vous êtes le candidat du Frexit? Et Philippot a dit oui. Et Bourdin a dit, mais alors vous êtes le seul? Et Philippot a dit oui. Je suis désolé, ce ne sont pas des comportements corrects. Bon, alors, à la limite, en politique, on pourrait passer derrière tout ça. Sauf que ça a continué. Pendant l'année 2018, comme il n'a pas de troupes, comme il n'a pas d'argent et pas de militants, il n'existe que parce qu'il passe dans les médias, alors que moi, les médias me sont interdits. Ceux qui devraient mettre la puce à l'oreille. Il ne s'est pas présenté aux élections législatives partielles. Il y a 6 élections législatives partielles au cours de l'année 2018 où nous nous sommes présentés. Il n'a jamais appelé à voter pour nous. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Ensuite de quoi arrivent les élections européennes. Et puis, en fait, il voulait siphonner l'UPR. Il voulait tout simplement me piquer le truc en s'appropriant ça, en disant qu'il n'y avait plus d'UPR. C'est ça. Il avait sous-estimé la capacité de l'UPR depuis 12 ans à rassembler du monde, et notamment beaucoup de gens du centre ou de gauche, qui nous ont dit très clairement, si jamais vous accueillez M. Philippot, on vous renvoie la carte. Et nous, lorsque M. Philippot a commencé à faire des appels du pied, nous sommes tournés vers les adhérents et les militants. On a 80% de nos adhérents et de nos militants. Serait-il prêt à vous laisser la tête de liste? Donc, oui, vous récupéreriez quand même des voix. Non, parce qu'en politique, 2 plus 2 ne fait pas forcément 4. Parfois 2 plus 2 fait 5 et parfois 2 plus 2 fait 1. Bon, ça dépend les dynamiques qui sont en cours. Monsieur Philippot, de ce que l'on m'a dit, est allé tirer les sonnettes d'autres listes au cours des dernières semaines en leur proposant de l'argent. Et les autres listes ont dit non. C'était des listes qui n'étaient pas du tout Frexit. Il n'y a que nous qui sommes pour le Frexit. Il s'agissait de qui?
Je vous en parlerai en petit comité. Voilà. Ah bon. Ensuite, t'as quoi? Il s'est tourné vers nous. Il a envoyé un émissaire où il a demandé, il a dit, ben voilà, il me proposait 300 000 euros négociables. Bon. Et puis, lui, il voulait être numéro 3. Ce qui voulait dire au passage qui disait ben, je veux la place de M. Vincent Brousseau, que vous avez reçu, que nous avons reçu qui est un expert de l'euro, en fait. Donc, si vous voulez, du retour au franc. Voilà, c'est vraiment l'expert européen, pour ne pas dire mondial. Je sais que quand je dis ça, ça me fait rigoler, mais c'est quand même un des meilleurs experts qui soit de l'euro. Vincent a quitté la Banque Centrale Européenne après 15 ans. Ça fait maintenant 5 ans qu'il n'a pas de revenus et qu'il se consacre à l'UPR, ce qui est quand même vraiment remarquable. Mais Philippot, lui, disait, excusez-moi, je prends la place alors qu'il nous a combattu pendant 2 ans. Moi, il faudrait que je dise à quelqu'un comme Vincent Brousseau, dégagez, il faut donner la place du point de vue humain, je n'accepte pas ça. J'aimerais qu'on vienne sur ce sujet. Je termine quand même, parce que comme ça ne s'est pas fait avec nous, on a appris aujourd'hui même qu'il fait alliance avec un certain monsieur Barnaba, qui, excusez-moi de le dire, mais enfin on est au bord de l'escroquerie. Ce monsieur, il a défrayé la chronique, il se prétend gilet jaune, il a gagné 2600 € par mois depuis 10 ans à ne rien faire. Allez voir tous les médias ne parlent que de ça. Et il y a encore un mois, ce monsieur Barnaba militait pour une autre Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, monsieur Philippot veut absolument avoir un poste de député européen pour sa pomme. D'ailleurs, son collaborateur ne m'a absolument pas fait la moindre exigence pour des collaborateurs à lui. Bon, voilà, il veut être député, avoir l'immunité parlementaire qui va avec. Nous ne faisons pas de la politique comme ça. Nous faisons de la politique. Et c'est ça qui explique que le fait que l'UPR marche, c'est que les gens, ils voient bien qu'ils ont affaire avec moi et avec les gens qui m'ont rejoint à des gens honnêtes, fiables, sincères. Voilà. On n'est pas, je suis désolé, on n'est pas une planche pourrie. Florent Philippot estime que l'une de vos différences est votre approche de l'immigration, qui est un sujet qu'on vous entend assez peu développer. Quelle est votre vision de la politique migratoire? Oui, j'en ai déjà parlé 50 fois, mais parce que M. Philippot, parce que Philippot, il essaye de trouver, en fait, il a piqué tout le programme et il essaye de s'inventer des différences. Voilà. Nous, on a déjà dit que sur la question migratoire, si on reste dans l'Union européenne, ça ne sert à rien de s'écharper. Parce que ce sont les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui ont été introduits dans le corpus des traités européens par le traité d'Amsterdam de 1997. En vertu de ces articles, on a transféré à l'Union européenne la politique migratoire. Donc, moi, je suis absolument épaté de voir que le Front National, enfin le Rassemblement National de Madame Le Pen, a décidé comme ça, comme une grande, d'un seul coup, de rester définitivement dans l'Union européenne et dans l'euro, laissant les adhérents, les militants, comme ça, en rase campagne, et elle reste dans l'Union européenne. Mais comment peut-elle maintenant tenir son discours sur l'immigration, alors même qu'elle reste dans l'Union européenne? Regardez par exemple ce qui se passe en Italie. Salvini, il ne fait qu'appliquer, il y a beaucoup de communication, il applique la loi italienne, mais pour l'immigration clandestine. Mais sur l'immigration régulière, M. Salvini, il est dans la main de l'Union européenne. Voilà, je crois que la vraie question, elle est là. Peut-on changer l'Europe de l'intérieur? Je crois que c'est ça la question. Beaucoup caresse ce rêve, espère même une majorité au Parlement, afin de récuser les commissaires, par exemple. Et je crois que c'est vraiment le nœud du problème, et c'est ce qui probablement vous a amené à choisir le Frexit. Franck Alizio, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, qui est un conseiller régional pour le Rassemblement national en PACA, qui est membre de l'équipe de campagne pour les européennes, affirme qu'en cas de vague populiste, il pourrait y avoir une conférence intergouvernementale pour refondre les traités. Et voilà, ça serait aux commissaires ou aux chefs d'État et de gouvernement de proposer un nouveau traité. Alors, écoutez. Ça fait. Est-ce que le Parlement pourrait engager vraiment une procédure de réforme profonde? Non, le Parlement européen n'a pas ce pouvoir. D'abord, le Parlement européen a peu de pouvoir. Renseignez-vous. Il n'a pas le pouvoir de voter le budget, de voter les recettes de l'Union européenne. Il n'a pas le pouvoir de faire des propositions, l'équivalent de propositions de loi, comme c'est le cas de l'Assemblée nationale en France. Il a, dans le meilleur des cas, c'est la Commission qui fait les propositions. Il n'avalise pas la Commission. Et puis, par ailleurs, dans le meilleur des cas, il a un processus de codécision avec la Commission, et s'il y a un désaccord entre les deux, c'est la Commission qui l'emporte.
La structure qui a tout le pouvoir au sein de l'Union européenne, c'est la Commission, qui a le monopole des projets de directives, c'est-à-dire que même un chef d'État, même Macron, ne peut pas venir en disant voilà j'ai un projet. Ça me lui est interdit, c'est la Commission européenne qui l'a. Alors ça c'est la première chose. Deuxièmement, le Parlement n'a aucunement la possibilité de modifier les traités. Bon. Avoir une autre Europe, ça veut dire modifier les traités. Modifier les traités, c'est l'unanimité des États membres. Et donc il faut qu'il y ait une conférence intergouvernementale qui se réunisse et qui mette sur la table un projet de réforme des traités. Il faut que ce projet... Alors vous imaginez les conciliabules, c'était ce qu'avait fait Giscard avec la Constitution européenne. Il y avait eu, vous vous rappelez, la Convention sur l'avenir de l'Europe. Ça avait duré 3-4 ans. Au bout du compte, d'ailleurs, la montagne avait un peu accouché d'une souris parce qu'il s'était aperçu que c'était extrêmement contraint. Et il faut donc trouver un nouveau traité avec ensuite les 28 gouvernements qui tombent d'accord. 28 et pas 25 ou ni 26. 28, l'unanimité. Et puis ensuite, il faut que le traité ayant été ainsi signé à l'unanimité soit ratifié à l'unanimité, soit par les parlements, soit par un processus référendaire, comme par exemple c'est le cas en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faut 28 et 28, donc ça fait... pas de réforme possible depuis l'intérieur. Ça fait 56 accords qu'il faut. Alors, certains vont dire, oui, mais s'il y a une vague, nani, nana. Alors, Madame Le Pen, elle dit, voilà, on va faire des voix, il va y avoir Monsieur Salvini, etc. Bon, très bien. Les Polonais, les Hongrois. Très bien. Mais ça fait jamais que 4 pays. Il y en aurait 15, 17, 19, 22, ça serait pas encore assez. Il faut bien comprendre que vous avez... sont-ils d'accord entre eux, ceux-là? Mais non, en plus, justement, ils divergent sur beaucoup. En plus, ils sont pas d'accord entre eux. En plus, ils sont pas d'accord entre eux. Parce que, par exemple, lorsque la France renvoie des immigrés clandestins qui sont arrivés par Vintimille, ou les Italiens n'en veulent plus. Donc, si Madame Le Pen était à l'Élysée, elle se heurterait à Monsieur Salvini très rapidement. Donc, en plus, ils ne sont pas d'accord. Mais même s'ils étaient d'accord, il faut l'unanimité. Et on arrête, et on ne souligne pas suffisamment auprès des Français un point fondamental. Enfin, 2 points fondamentaux. D'abord, il y a plein de petits États qui sont désormais gangrenés par la mafia. Par exemple, Malte, où l'Andrangheta Calabrese a mis la main sur le gouvernement maltais. Il y a une journaliste qui a été assassinée parce que justement elle enquêtait sur les liens entre Joseph Muscat, le Premier ministre de Malte, et l'Andrangheta Calabrese. Même chose en Slovaquie. Un journaliste assassiné parce qu'il enquêtait sur les liens entre le Premier ministre Robert Fico, Premier ministre slovaque, et l'Andrangheta Calabrese. Même chose en Bulgarie. Là, c'est pas l'Andrangheta Calabrese, ce sont 2 mafias locales. Donc déjà, on a des États mafieux. Deuxièmement, on a des États qui, maintenant, par exemple, des États comme le Portugal ou la Grèce ne peuvent plus rien refuser à la Chine. Donc, et même l'Italie maintenant. Maintenant, parce que la Chine investit, etc. Ces États, d'ailleurs, font partie, par exemple, maintenant des routes de la soie où, en tout cas, sont en train de s'y engager. Ça veut dire que si, par exemple, on voulait... vous savez, en France, on dit, bah, tiens, voilà, c'est un scandale, l'affaire Alstom-Siemens, la Commission européenne n'a pas trouvé le moyen d'avoir un accord pour lutter contre le chemin de fer chinois, machin chose. Mais certains anticipent, j'ai vu que M. Glucksmann, il disait, ce qu'il faut, c'est faire l'Europe, sinon on sera le laquet de l'Empire chinois. Déclaration que je trouve d'ailleurs au bord du racisme et de péril jaune. Mais en réalité... Limite péril jaune. Limite péril jaune. Mais en réalité, vous n'aurez pas l'accord des Grecs, des Portugais, des Italiens, par exemple, si on voulait faire une espèce d'Europe anti-chinoise. Donc on en tombe toujours sur le même plan. Les gens qui vous promettent de changer l'Europe, et ça fait depuis qu'il y a le Parlement européen, depuis 40 ans, moi j'invite toutes les personnes qui me regardent ici, les téléspectateurs, les internautes qui regardent TV Liberté, à mon avis, ont plus de sens critique que la moyenne des Français. Ils se renseignent, ils ont plus de sens critique. Et à mon avis, ils devraient s'interroger, interroger les candidats en leur disant « Mais qu'est-ce qui fait que l'Europe est comme ça ? Pourquoi l'Europe est-elle comme ça ? Et pourquoi les processus qui ont fait que l'Europe est devenue comme ça n'agiraient pas encore si on voulait en changer ? Monsieur Bellamy, par exemple, j'ai vu que la presse française, c'était le Figaro qui s'extasiait, il a trouvé son slogan, c'est génial, il a dit « Refonder l'Europe ». Ah non d'une pipe, c'était déjà ce que disait Sarkozy en 2011, il y a 8 ans. On prend les Français pour des imbéciles. Nous allons continuer cette conversation après la deuxième pause, toujours sur la question européenne.
Alors, François Asselineau, nous avons bien compris qu'il était difficile de modifier l'Europe de l'intérieur. Ça, je crois que votre explication a été convaincante. Néanmoins, donc, solution, Frexit. Bon. Mais avant de parler du Frexit, j'aimerais que nous allions de nouveau sur le Brexit, parce que c'est reporté au 31 octobre. Vous allez donc vous présenter aux élections européennes, et il y aura des Anglais qui vont de nouveau se présenter aux élections européennes. Et j'ai vu que M. Nigel Farage, avec le parti du Brexit, fait un tabac. Il est en tête des sondages. Comment interprétez-vous cela et que pensez-vous du recul, évidemment, de la date de la sortie? Alors sur le fait qu'on ne peut pas changer l'Europe, moi je voudrais dire quelque chose qui me paraît important, c'est qu'en fait je pense que les Français le savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Vous savez, il y a des choses que l'on sait et qu'il y a un problème de résilience, en fait on ne veut pas se l'admettre. C'est un petit peu, on revient tout à l'heure en parlant de Notre-Dame de Paris. Si Notre-Dame de Paris, si l'incendie de la toiture de Notre-Dame de Paris a eu un tel impact psychologique, c'est que d'une certaine façon, ça fait prendre conscience aux Français qu'ils savent que la France est en déclin. Ouais. Et que là, ils en ont la preuve quasiment allégorique. Et d'un seul coup, il y a une espèce d'immense remords chez les Français en se disant finalement, je suis un lâche, je laisse détruire le pays de mes ancêtres, je laisse détruire le pays de Saint-Louis, de Louis XIV, de Napoléon, de Gambetta, de Charles de Gaulle, de Jaurès. Voilà, il y a ça. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui disent qu'il faut changer l'Europe, mais en fait c'est un faux fuyant. En fait, il faut qu'ils regardent la chose en face. On n'a pas 50 choix. La vérité, c'est qu'il faut choisir, et c'est notre génération maintenant qui doit le choisir. Est-ce qu'on garde la France et qu'on détruit l'Europe, l'Union européenne, ou bien est-ce qu'on garde l'Union européenne et qu'on détruit la France? Voilà. On peut pas avoir. C'est pas fromage ou dessert. Voilà, c'est fromage ou dessert. Mais le dilemme est d'une grande cruauté. Mais le dilemme est d'une très grande cruauté. Et c'est justement parce que il s'agit d'une procédure d'encerclement. C'est la stratégie c'est du jeu de Go en termes de géopolitique. C'est parce qu'il y a un enjeu qui est systématiquement caché, sauf par nous, qui sommes les seuls à en parler. C'est la destruction de l'unité nationale. Regardez ce qui se passe en Alsace, regardez ce qui se passe en Catalogne. C'est ça qui est en jeu. Et moi, je voudrais vraiment m'adresser, surtout aux auditeurs de TV Liberté, il faut qu'ils regardent les choses en face. Et ça n'est pas en votant pour... Vous savez, le Front National, ça fait 35 ans qu'ils ont des députés. 35 ans. Monsieur Bellamy, il sera au PPE. Ça fait 40 ans que le RPR, l'UMP sont au Parlement européen. Le Parti socialiste, 40 ans. Parti communiste, 40 ans. Les Verts, 40 ans. Si vous votez pour un de ces partis, ça ne va rien changer. Vous allez avoir une espèce de lâche soulagement, n'est-ce pas? Vous saurez que vous donnez en fait, en vous cachant le regard, vous donnez votre aval à un processus qui est celui de la destruction de la France. Et moi je dis à toutes ces personnes, vous ne risquez rien de donner des voix à un parti politique comme le nôtre, qui d'un seul coup va apporter une voix tout à fait nouvelle dans un Parlement qui de toute façon n'a pas grand pouvoir, mais nous, ça nous donnera une tribune internationale. Vous parlez du Brexit. Le Brexit, nous y étions le 29 mars dernier. On a eu 650 Français qui sont venus de France, et nous avons eu sur place des anciens ministres conservateurs britanniques, de Madame Thatcher par exemple, qui avaient appelé pour le Brexit, qui sont à la retraite, qui sont venus nous soutenir. Le Lord Hamilton, qui était un ancien ministre de la Défense, un ancien ministre également des Affaires stratégiques. On a eu un ancien ministre travailliste, une dame qui était ministre des Sports. On a eu des syndicalistes. On a eu le leader du parti du Labour pour le Brexit. On a eu des gens de tous les horizons qui sont venus et qui nous ont dit ceci. Ils nous ont dit, en fait, on pensait que le fait d'avoir gagné les élections au pays du fair play, il n'y aurait pas de problème, mais non. Et ils nous ont dit, en fait, on aurait dû redoubler d'efforts après avoir gagné. Parce que ce qui est le problème, c'est que tout était prêt le 29 mars pour sortir. Il s'en est d'ailleurs fallu de 2 voix à Westminster pour qu'il y ait la sortie sans accord. Mais tout était prêt pour sortir. D'ailleurs, le problème est plutôt posé à la France et aux pays de l'Union européenne. La France a dû préparer des guérites pour des douaniers pour imposer le tarif extérieur commun.
Mais le problème, c'est que c'est une majorité de parlementaires à Westminster qui sont contre le Brexit et qui donc ont fait capoter l'affaire. Le problème, ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne. Le problème, c'est que les partisans de cette utopie qui s'appelle construction européenne acceptent le suffrage universel. Et ça se passe au Royaume-Uni, mais ça s'est passé en France en 2005. Au moment, j'y pensais en vous écoutant. Aux Pays-Bas en 2005. C'est tout à fait analogique des élites parlementaires qui substituent à un référendum un traité concocté dans les Champs-Élysées. Voilà. Et vous avez et les parlementaires ne représentent plus au Royaume-Uni comme ils ne représentent plus les sujets britanniques, comme en France, ils ne sont plus représentatifs des citoyens français. Nous, on a été le seul parti à lancer une procédure de destitution de Macron. Enfin, c'est pas nous, on peut pas le faire. On a donné des moyens, des justifications pour que les députés et les sénateurs le lancent, puisque c'est l'article 68 de la Constitution qui le prévoit. On a eu un seul député qui nous a suivis. Alors que quand vous allez dans la rue, il y a quand même beaucoup de Français qui seraient favorables à lancer cette procédure. Eh bien, c'est ça qui se pose en ce moment. C'est un véritable problème de démocratie qui se pose avec cette affaire de Brexit. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les Français, là aussi, se rendent compte que s'ils baissent la tête, on risque vraiment de léguer à nos enfants un pays, une dictature qui est, on y est presque, hein. On y est presque. Il y a déjà une dictature dans le politiquement correct. Il y a une dictature. Macron utilise la télévision sans aucune vergogne. On le voit plus souvent à la télévision française que l'on ne voit Kim Jong-un à la télévision nord-coréenne. Si ça n'est pas décompté, moi on me voit nulle part. Et après les gens viennent me dire, vous comprenez, vous pesez 1%. Mais oui, comment les gens peuvent-ils voter pour un parti qui leur est caché? Il faut que les Français se ressaisissent et entrent en résistance comme sous l'occupation, si vous voulez. En France, sous l'occupation, il fallait arrêter d'écouter ici Radio Paris et puis il fallait écouter la BBC. Voilà. François Asselineau, selon vous, quelles devraient être les relations inter-États, par exemple, entre l'Angleterre et le reste des autres pays de l'Union européenne? Et comme vous le préconisez, en cas de sortie de l'Union européenne, quelles seraient les relations de la France avec ses voisins européens? Faudrait-il une sorte de structure pour chapeauter tout cela, une confédération, ou est-ce qu'il faudrait laisser les États gérer leurs intérêts les uns envers les autres? Il y a 193 États aux Nations Unies. Il y en a 28 dans l'Union européenne. Ça veut dire que vous en avez 165 qui ne sont pas dans l'Union européenne et avec lesquels on a des relations. La Suisse, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui se porte très bien, merci pour elle, qui d'ailleurs est un pays qui est tout à fait ouvert sur le monde. C'est le pays où il y a le plus de conférences internationales au monde. C'est l'un des pays les plus riches du monde. C'est le pays dont l'indice de développement humain calculé par le PNUD est le plus élevé du monde. Et ben voilà, ça se passe très bien avec la Suisse. Mais vous revendiquez souvent du gaullisme, François Asselineau. Or, le général de Gaulle avait bien préparé ce plan Fouché qui était une union de nations. Pourquoi ne pas reprendre cette idée de confédération? Parce que De Gaulle, alors là je renvoie vos auditeurs, ils devraient aller sur notre site. J'ai fait une conférence de 4 heures, donc il faut qu'ils prennent le temps, parce qu'il faut bien comprendre en profondeur. Cette conférence s'appelle « Qui gouverne la France et qui gouverne l'Europe ?» Et ils verront l'explication de Gaulle. De Gaulle, le 15 mai 62... lorsque l'affaire algérienne est plus ou moins bien réglée, il le prend en main, il fait une conférence de presse, puis c'était autre chose que les conférences de presse de Macron. Et là, il est questionné sur l'Europe. Et il dit, il souligne qu'il a tout compris ce que c'est que la construction européenne. Il dit que ça ne peut pas marcher, sauf s'il y a un fédérateur extérieur qui ne soit pas européen, c'est-à-dire il laisse entendre que ce sont les États-Unis. Et le soir même, les ministres MRP, c'est-à-dire l'équivalent de l'UDF ou du MoDem d'aujourd'hui, très européiste, c'était le parti de Robert Schuman, les ministres MRP claquent la porte du gouvernement et De Gaulle se retrouve sans majorité. Donc De Gaulle, pendant les années 60, a été contraint, il avait compris que la construction européenne était une stratégie d'encerclement américain, en fait, pour nous mettre sous la tutelle de Washington. Dans les traités européens, ce n'est pas du complotisme que de le dire. Dans le traité actuel, dans l'article 42, nous place sous la tutelle de l'OTAN. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a quelques jours, la France a installé 300 militaires français et des dizaines de blindés à 250 km de Saint-Pétersbourg, en Estonie. Ça veut dire qu'on est sous la tutelle de l'OTAN et on prend des risques de plus en plus dangereux vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous diriez s'il y avait
plusieurs dizaines de blindés et plusieurs centaines de soldats russes qui s'installaient au Luxembourg et à Andorre. Vous voyez, ils ont peut-être une idée derrière la tête. Quand en même. cas de suppression, en tout cas de sortie totale de l'OTAN, comme vous le préconisez, François Asselineau, à combien faudrait-il porter le budget de la défense française? Ah bah de toute façon, alors il est actuellement de 36 milliards d'euros. Oui, actuellement on est tombé en dessous de 1% quasiment du PIB, ou à peu près. Il faudrait, nous, ce qu'on avait dit, c'était de le reporter progressivement aux alentours de 2%, 2,5% du PIB. Je crois que c'est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron. Oui, mais bon, Macron, il a commencé par tout dévier. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, on revient sur sa conférence de presse. Oui. Les mesures positives qu'il a adoptées, par exemple, c'est-à-dire la réindexation des retraites, en fait, il est revenu sur les décisions qu'il avait prises lui-même. C'est-à-dire qu'il a corrigé des erreurs qu'il avait faites. Donc là, c'est pareil, vous me dites le budget militaire, effectivement, il a décidé de le réaugmenter. On va voir si ça va être suivi d'effets, parce que les effets d'annonce, on connaît. Mais il avait commencé par le diminuer. En fait, il ne sait pas où il va. Bon, c'est vrai que de toute façon, il faudra réaugmenter le budget militaire de la France, qui est tombé trop bas. Alors certains vont dire, mais où vous trouvez cet argent? C'est comme pour la sécurité, c'est comme pour les hôpitaux. Mais cet argent, on va déjà le trouver en sortant de l'Union européenne, qui, je le rappelle, nous coûte des sommes phénoménales. Alors, combien exactement? Alors, minimum 9 milliards d'euros par an. Ça, c'est le net. C'est le net. La différence entre ce que nous payons et ce que nous recevons. C'est-à-dire que les subventions que reçoivent les agriculteurs, en fait, c'est de l'argent de la France. Oui. Et ils le reçoivent avec le truc bleu aux étoiles d'or, mais en fait, si on est sorti, on leur versera directement et on récupérera 9 milliards d'euros, 8 à 9 milliards d'euros. Lorsque les Britanniques seront sortis, on va nous demander de combler au prorata. Donc on va monter peut-être à 14 milliards d'euros. 12 ou 13 ou 14 milliards d'euros. Et puis après, si c'est l'Italie, ça n'a pas de fin. Il y a le projet de réforme de la PAC, où, comme la majorité d'États membres veut diminuer, renationaliser la PAC, c'est-à-dire en fait quasiment supprimer la PAC. Mais si on fait ça, non seulement on paiera autant, mais on recevra moins. C'est-à-dire que le budget net qu'on laissera, ça sera peut-être 15, 17, 18 milliards après la renationalisation de la PAC et après la sortie des Britanniques. Alors, je voudrais vous dire un mot qui est quand même assez extraordinaire. On a vu, c'était il y a une semaine, le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, qui se rend en Croatie, capitale Zagreb, qui est le 28 État membre de l'Union européenne. Il est allé voir les travaux en cours qui relient une partie de la Croatie continentale à une presqu'île croate qui est séparée par un bras de mer et par un morceau de territoire de la République de Bosnie. Figurez-vous que ce pont de 2 km de long a été financé à 85% par la Commission européenne. 365 millions d'euros. Comme on paye 17%, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, ont payé 60 millions d'euros pour le prorata de la construction de ce pont en Croatie, qui a été confié par la Commission européenne après un appel d'offres au moins 10 ans, c'est-à-dire à l'entreprise nationale chinoise. C'est-à-dire qu'on fait de l'aide au développement et on introduit les Chinois dans la bergerie, c'est-à-dire que en plus de ça, c'est même pas une entreprise européenne, a fortiori pas une entreprise française de BTP qui en profite, ce sont des fonds chinois. Et on met 60 millions d'euros. Au même moment, un rapport a été fait, qui a été publié en août 2018 par le ministère français des Transports, qui explique qu'il y a en France, sur le réseau routier national, 7% des ouvrages d'art, enfin 38% qui nécessitent des travaux, et 7% tunnels ou ponts qui risquent de s'effondrer à tout instant. Il manque 300 millions d'euros au budget français du ministère des Transports. On est donc dans cette situation de dingue. Comme le pont de Gênes. Comme le pont de Gênes. Oui. On est dans cette situation de dingue que la France n'a pas les moyens d'entretenir son patrimoine. Elle est en train de le laisser se détruire, avec d'ailleurs des risques de mort. Et l'argent, elle le donne à des entreprises chinoises pour faire du BTP en Croatie. Voilà le truc de l'Europe. Et après, vous avez M. Glucksmann, le candidat de PS, qui nous explique qu'il faut faire l'Europe pour faire contrepoids aux Chinois. Mais on est dans une histoire vraiment de dément. Il est grand temps que les Français se rendent compte de la ponction que représente pour nous la participation à cette Union européenne. Et à propos de ponction, et peut-être pour terminer là-dessus, vous êtes un grand défenseur, François Asselineau, du système de retraite par répartition et également du système de la sécurité sociale. Alors, deux systèmes qui ont montré un petit peu leur faillibilité. Hein. On pense au trou de la Sécu depuis des années. Et quant au système de retraite par répartition, je pense que nombre de jeunes aujourd'hui
aujourd'hui pensent que, ou savent déjà qu'ils ne recevront pas la même pension que leurs parents. Donc pourquoi vouloir garder ces deux systèmes qui sont faillibles? Alors ils sont faillibles parce qu'on veut bien aussi qu'ils soient en faillite. Je vais vous parler de la sécurité sociale. Est-ce que vous avez entendu parler de la directive des travailleurs détachés? Oui, ça consiste à ce que les entreprises françaises puissent embaucher des Slovaques, des Estoniens, des Bulgares, des Polonais, en les payant au SMIC français, mais en versant les cotisations sociales dans le pays d'origine, qui sont beaucoup plus faibles. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'on voit grimper en flèche le nombre de travailleurs détachés. 516 000 fin 2017. Ce qui fait augmenter le chômage en France. Si ça fait augmenter le chômage en France, ça fait augmenter les dotations au chômage, de l'assurance chômage. Donc, ça nous met en déficit. Mais en plus de ça, au lieu que les entreprises versent des cotisations aux organismes sociaux français, ils les versent aux organismes sociaux bulgares. Résultat des courses, les organismes sociaux français sont en déficit croissant. Et après, on explique aux Français, regardez, on n'arrive pas à mettre les deux bouts, donc on va privatiser. Nous disons que là aussi, on marche sur la tête. Les Français sont très attachés, quelle que soit leur couleur politique, à la sécurité sociale. Il faut simplement revenir à des choses saines. On n'a pas à financer les systèmes sociaux de la Bulgarie, de la Slovaquie et autres, et qu'on doit au contraire réindustrialiser en France, faire baisser le chômage, ce qui suppose de sortir de l'euro pour avoir une monnaie compétitive, et c'est la baisse du chômage, et c'est le rapatriement des cotisations sociales qui va permettre d'équilibrer les comptes sociaux. Il y a encore autre chose. On a la libre circulation des mouvements de capitaux. Cette libre circulation des mouvements de capitaux imposée par l'article 63 du TFUE est à l'origine des délocalisations industrielles. Vous voulez y mettre fin? Bien sûr. Vous savez que sur les 193 pays aux Nations Unies, vous en avez 150 qui n'acceptent pas la libre circulation des mouvements de capitaux, notamment tous ceux qui se développent rapidement, comme la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Non seulement c'est les délocalisations assurées, non seulement ça permet aux Chinois de racheter 120 châteaux dans le Bordelais, des centaines d'hectares dans la Beauce, de racheter également maintenant des forêts de chênes. Ça permet aux Américains de mettre la main sur Technip. Ça permet aux Qataris d'acheter par appartement la France, le PSG, l'hôtel Negresco et compagnie. Mais en plus de tout ça, cette libre circulation des mouvements de capitaux permet à des très grands groupes industriels de faire apparaître des excédents d'exploitation dans d'autres pays, par exemple au Luxembourg, et de faire apparaître une perte en France. Du coup, ils ne payent plus d'impôts sur les sociétés en France. Ils devraient en payer au Luxembourg, mais ça tombe bien, il n'y en a pas. Donc le résultat, c'est que on estime désormais l'évasion fiscale à au moins 110 ou 115 ou 120 milliards d'euros. Donc, pour équilibrer les comptes, et pourquoi le budget, on n'arrive jamais à l'équilibrer? Parce qu'on est retombé, excusez-moi, mais dans la situation de la France de 1788, où les plus grandes fortunes ne payaient pas l'impôt. Mais là, ces plus grandes fortunes d'aujourd'hui, c'est autre chose que ce qu'il y avait en 1788. Maintenant, ce sont des très grands groupes et qui organisent leur évasion fiscale. Regardez l'affaire des GAFAM, comme on dit, c'est-à-dire les Microsoft, Amazon, etc., Facebook. Certains parleront d'optimisation fiscale. Est-ce que c'est vraiment Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre l'Irlande, les Pays-Bas, les entreprises qui dégagent le plus de cash, le plus d'argent, ne payent pas l'impôt. Il est là le problème du fait qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est dans la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Donc, nous sommes, tout à fait cohérents. Si on reste dans le système actuel, et vraiment j'en parle, je mets en garde les gens, si vous voulez, tout va continuer comme avant. C'est pas parce que vous allez voter pour M. Bellamy, parce qu'il a un nouveau visage, ou pour Mme Aubry, ou par Mme Le Pen, etc. Ils ne changeront rien. Nous n'allons pas changer non plus quoi que ce soit au Parlement européen, puisque le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Mais ce qui changera tout, c'est que vous, les Français, auront enfin une voix pour dire la vérité, pour mettre à plat tout ce que je viens de dire, et on aura l'occasion de le dire. Et au passage, ça sera une gifle envoyée à Macron, et peut-être aussi une gifle envoyée à ces pseudo-opposants qui sont en train de trahir le peuple français en faisant comme si l'indépendance et la souveraineté nationale étaient une pacotille. Eh bien, François Asselineau, voilà la conclusion. Vous l'avez formulée avec talent et conviction. Absolument. Merci François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste aux élections européennes pour l'UPR. Merci Pierre. Merci Olivier. Et merci, chers téléspectateurs, eh bien, je vous dis à très bientôt